Effectivement, j'ai lu avec intérêt un certain nombre de vos écrits et je voulais vous poser quelques questions à partir de citations. Alors, en parlant des 3 pieds de votre action politique, vous dites le pied du projet, c'est de l'utopie, oui, du programme, non. Pourquoi une telle hantise du programme? J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis et je pense qu'il faut qu'il y ait une dimension programmatique maintenant. Mais c'est ce que j'ai mis dans mon dernier livre, et qui fait une distinction entre le projet et le programme. Mais que nous ayons un projet politique ne signifie pas un projet de société. Mais il y a une différence. C'est-à-dire que ce que je crains dans le programme, c'est l'aspect programmation. Et en quelque sorte... On écrit à l'avance ce qui va se passer. Voilà. Maintenant, ce que j'aime dans le programme, c'est l'aspect programmatique. C'est-à-dire qu'on s'oblige quand même à ne pas rester dans les vagues idéaux et les belles formules, mais on se pose la question de la transition. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse dans le programme, c'est la dimension du trajet. La dimension du trajet. C'est-à-dire, comment on fait. C'est bien beau. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait obtenir un revenu inconditionnel. Un revenu inconditionnel. Je comprends bien que dans un débat et dans un rapport de force idéologique, il faut le défendre. Mais concrètement, je ne vois pas comment on pourrait l'instaurer. Du coup, je me pose la question, est-ce que je peux mettre le revenu inconditionnel dans un programme politique? Honnêtement, si on veut se faire plaisir, oui. Mais si on veut véritablement faire venir à nous des gens, ma réponse est non. Parce que ça oblige à tellement se libérer du travail et de la valeur travail que bon courage. Mais le programme peut me permettre de me demander qu'est-ce que je pourrais trouver comme phase intermédiaire qui pourrait être une marche pour ensuite aller au revenu inconditionnel. Et c'est pourquoi, par exemple, au MOC, nous défendons la retraite d'un montant égal et unique pour tous et toutes, qu'ils aient travaillé ou non. Avec un argument très simple. Même là, les gens de droite, en général, le valident. Vous commencez par leur accepter, à leur concéder que peut-être, est-il juste que pendant le travail provoque des inégalités de revenus. Vous leur concédez ça, ce que j'ai déjà du mal à concéder. Mais allez, à concevoir. Mais je leur concède. Je leur concède. Ça m'est arrivé l'autre jour avec mon crémier en bas. Et j'ai commencé par lui parler des salaires des joueurs du Paris Saint-Germain. Je lui ai d'emblée fait dire que c'était exagéré. Je dis, quand même, vous êtes d'accord, vous admettez qu'il y aurait des écarts. De combien vous mettriez? Il me dit de 1 à 100. Je ne suis pas d'accord pour un écart de 1 à 100. Donc je commence par mettre la discussion là-dessus. Donc eux, ils acceptent qu'il y a des gens qui ont plus de responsabilités, plus de mérite, plus d'études, plus de je ne sais trop quoi. Donc ça fait des inégalités. Une fois que vous avez dit ça, vous dites, et pour la retraite? Alors à ce moment-là, vous dites, parce qu'à la retraite, c'est quoi la différence entre à la retraite le non-travail d'un PDG et à la retraite le non-travail de son employé? Et là, même lui, votant UMP, dit, ben non, il n'y a pas de différence. Et je lui pose alors la question, alors comment pouvez-vous justifier la poursuite des inégalités pendant la retraite? Et à ce moment-là, il me dit, oh quand même. Et situation vraie. Et je lui dis, mais alors, quel écart vous mettriez-vous de droite? Et même lui me dit, il me dit de 1 à 2. C'est-à-dire que la personne qui est prête à admettre des écarts de 1 à 100, pendant le travail, après le travail, est capable d'admettre des écarts de 1 à 2. Eh bien, voilà une façon très simple de dire, voilà, la retraite, je la découple du travail. On ne va pas obtenir d'emblée un revenu inconditionnel ou une DIA découplée du travail, mais on peut peut-être proposer une mesure transitoire. De cette façon-là, je pense qu'il est de là. C'est bien beau d'avoir des convictions qui font rêver à un projet buissonnant. C'est pas plus mal d'avoir des responsabilités qui permettent de dire comment aujourd'hui nous pourrions. Je donne un deuxième exemple. Je préférais certainement une société sans voiture. Mais je vais dire quoi aux gens? Votez pour moi, vous n'aurez plus de voiture? Qui va voter pour moi? Aujourd'hui, les gens sont aliénés par la société de consommation et désirent des voitures. Alors une solution très simple est de dire, l'idée m'est venue en regardant la télévision et en regardant la publicité de Kia. Kia disait, donc voiture coréenne, achetez nos voitures, elles sont tellement bonnes nos voitures que nous les garantissons pièces et main d'œuvre pendant 7 ans.
D'où une idée simple. Proposons que tous les appareils et toutes les machines aient garantie pièces et main-d'œuvre, PMO, pendant 15 ans. Pendant 15 ans. On voit immédiatement que si vous avez la même voiture pendant 15 ans, vous n'allez plus avoir le même rapport à la voiture. Et il sera alors possible, à ce moment-là, de peut-être penser à une voiture, une société avec beaucoup moins de voitures, des voitures beaucoup plus collectives. Il y aura plus cet attachement, comment dire, libidinal à la voiture. Et je crois que par cela, nous devons avoir des propositions programmatiques qui sont acceptables ici et maintenant. La conséquence de cela, c'est que quand par exemple nous allons aux élections, pour notre visibilité, parce qu'il n'y a pas que le pied du projet, il y a le pied de la visibilité. Comme nous sommes des décroissants, nous n'avons aucun moyen. Alors qu'est-ce que nous faisons? Très souvent, nous allons avec d'autres qui ont des moyens. Très concrètement, je suis allé, moi, avec d'autres, l'année dernière, aux législatives en France, ici, en Drôme-Ardèche, avec le NPA et les alternatifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent. Nous n'en avons pas. Une campagne électorale sur une circonscription, c'est 3 500 €. Où je vais trouver les 3 500 € pour faire les bulletins et les professions de foi et les affiches? Eux, ils nous les mettent qu'à sur table. Mais nous n'allons avec eux qu'à la condition que nous ayons un programme commun. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce programme commun? Il n'y avait pas de revenu inconditionnel, mais il y avait la retraite d'un montant unique. Il n'y avait pas la suppression de la voiture, mais il y avait, comment dire, la garantie placée main-d'œuvre 15 ans. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit à ce moment-là que, en faisant un programme, on prend nos responsabilités. Et effectivement, nous nous rendons plus visibles. Je ne dis pas qu'en Drôme-Ardèche, le NPS alternatif était devenu décroissant. Je dis qu'en tout cas, il est possible de faire des convergences que je crois anti-productivistes. Et de ce point de vue-là, c'est de l'ordre, la distinction, comment dire, chez Weber, entre éthique de la conviction et éthique de la responsabilité. Nous ne pouvons pas être réfugiés que dans l'éthique de la conviction et être sur notre aventin et dire que nous avons raison et que nous voyons tout mieux que tout le monde. Nous devons, de ce point de vue-là, j'ai changé. Je défends la notion de, effectivement, considération programmatique. Dans mon livre sur politique de la décroissance, j'articule en plus programmatique, paradigmatique et pragmatique. Voilà. Dans votre chapitre « La sortie de la gauche », vous écrivez « Il y a 30 ans, on pouvait se permettre de critiquer la social-démocratie par sa gauche, à cause notamment de ses insuffisances démocratiques. Mais qui pouvait imaginer que ces progrès sociaux pourraient à ce point être remis en question par l'hégémonie néolibérale? Qui pourrait imaginer un tel recul de l'État-providence » Fin de citation. Ma question est celle-ci. Où voyez-vous un recul de l'État-providence? Les prises en charge n'ont cessé d'augmenter depuis 1945, retraite, maladie, chômage, aide sociale. Et les prélèvements de l'État sur le PIB atteignent 46 voire 47%, soit un quasi-record au niveau mondial. Que la masse globale, la charge... Recul de l'État-providence. Que la charge globale continue à augmenter n'est pas incompatible avec que l'État fournisse, provide, providence, fourniture, fournisse de moins en moins de services publics. Comment dire, bon, par exemple, on a un forfait hospitalier, quand vous allez chez le médecin, c'est 23, je crois, aujourd'hui, je n'ai pas été malade depuis très longtemps, donc je ne sais pas, mais je crois que le minimum, c'est 23. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus d'école gratuite. L'école, aujourd'hui, est payante. Donc, que cela coûte de plus en... Ah, l'école n'est pas gratuite. L'école n'est pas gratuite. On peut le voir très facilement. Auparavant, par exemple, un voyage se faisait avec toute la classe ou pas. Aujourd'hui, étant donné que les déplacements sont payants, alors, plus jamais il est question d'emmener toute la classe ou pas. On emmène ceux qui peuvent payer. Et c'est voté ainsi. Alors, c'est même fait à l'envers. On dit, comme c'est payant, on ne peut pas obliger tout le monde. Donc, un recul de l'État-providence, on peut le trouver partout. Que cela coûte plus cher ne signifie pas que cela coûte plus cher en amont, ne signifie pas qu'en aval, il y ait de plus en plus de services. Il y en a de moins en moins. Que cela coûte de plus en plus cher pour des raisons alors de millefeuille, de gaspillage, d'absence de rationalité, pour le dire autrement, d'absence de contrôle citoyen. La centralisation coûtait très cher, alors la décentralisation par son millefeuille coûte encore plus cher. Vous avez d'autres exemples de recul de l'État-providence? Oui. Hier, j'ai pris le train, j'étais en Suisse pour faire une conférence avant-hier. Je suis revenu, je suis tombé, comment dire, dans une machine qui est tombée en panne en plein milieu. Donc on a dû arrêter le train. Une autre, un tracteur, là, je sais pas comment ils appellent ça, est venu déplacer. C'est l'exemple classique des chemins de fer. Je dis ça parce que très souvent... Le train n'est pas un service public gratuit. Non, mais il avait une mission de service public, je crois qu'on dit.
hein, une mission de service public. Et il devient extrêmement cher. Il devient extrêmement cher de prendre le temps. Enfin, pour le dire, quand je fais un transport, il vaut mieux y aller à 4 en voiture qu'à 4 en train. Hein. Faire le moindre trajet à 4 en train, c'est une fortune. Non, on pourrait multiplier. On pourrait multiplier. Je faisais cette phrase-là, alors encore une fois, dans un texte écrit il y a 4 ou 5 ans. Hein. Elle n'est plus d'actualité? C'est-à-dire, dans la mesure où, comme je le crois fondamentalement, faire de la théorie, c'est très bien. Mais faire de la théorie, si on n'est pas confronté à la pratique, et que continuellement la pratique ne nous oblige pas à modifier la théorie, ça n'a pour moi pas d'intérêt. Donc ce que j'écrivais... si vous avez évolué depuis... Voilà, ce que j'écrivais à un moment, ma pratique n'est plus du tout la même. Elle s'est enrichie, et donc, de ce point de vue-là... Mais je recherche du coup l'intention de ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire par là, fondamentalement, c'est que très souvent, on dit « Ah, mais la politique ne changera pas le monde ». L'exemple que je donnais, il me semble que l'esprit de cette phrase-là était que, à tous ces gens qui vous disent que la politique ne changera pas le monde, il y a le contre-exemple. Ce que nous croyons qui ne changerait jamais, dans les années 70, nous avons vu depuis les années 80, par la victoire Thatcher et Reagan, que ce qu'une politique avait installé, une autre a pu le défaire. Et la victoire du néolibéralisme, elle est catastrophique. En termes de mode de vie, de rapport à la nature et de tout ce que l'on veut. Mais elle a quand même un message... Il y en a qui aiment. Oui, mais pour les adversaires, elle a quand même quelque chose qui est encourageant. Une politique peut changer le monde. Thatcher et Reagan nous prouvent qu'une conception idéologique peut changer la vie la plus concrète des gens. Donc quand à gauche on dit « Ah, mais la politique ne changera pas le monde », c'est fini. Moi, la plupart de mes amis ne sont plus politisés, ils ne votent plus jamais. Eh bien, je crois que le succès du néolibéralisme nous montre la victoire d'une politique. Ce qu'ils ont réussi à droite, nous pouvons peut-être le réussir à gauche. C'était ce sens-là. D'accord. Vous écrivez « Au lieu de se battre pour une radicalisation de la démocratie, nous devons recommencer à nous battre juste pour éviter la déconstruction systématique des institutions démocratiques fondamentales. » Fin de citation. Quelles sont les institutions démocratiques fondamentales qui, selon vous, sont en voie de déconstruction? Alors, là aussi, j'ai évolué. Là aussi, j'ai évolué. Je n'ai jamais cru à la démocratie quand la démocratie était la loi de la majorité, c'est-à-dire la loi du plus grand nombre, c'est-à-dire une variante de la loi du plus fort sur la minorité. Bon. Néanmoins, j'ai toujours défendu une conception inversée de la démocratie, à savoir que la démocratie n'est pas quand une majorité s'impose à une minorité. La démocratie, c'est quand une minorité est respectée par la majorité. D'accord? Bon, là, pas forcément le cas en ce moment. Hein. C'est pas forcément le cas, mais fondamentalement, j'ai déjà tout enfant, quand j'entendais à la radio qu'il y avait des républiques populaires, démocratiques, qui faisaient des votes à 90% ou à 99%, je voyais bien qu'il y avait là le vote de la majorité, et pourtant ça ne me semblait pas démocratique. Et j'ai bien vu que le critère qui fait la démocratie, c'est pas la majorité, c'est le respect des minorités. C'est le respect des minorités. Donc de ce point de vue-là, je reste un démocrate. Je reste un démocrate. Maintenant, la démocratie que je défends n'est pas forcément la démocratie la plus classique. Je ne crois ni à la démocratie directe, ni à la démocratie représentative. Ou pour le dire autrement, je crois à des modalités différentes de procédure démocratique suivant les situations. Il n'y a pas à avoir la même démocratie quand il s'agit de prendre une décision, quand il s'agit de faire un contrôle, ou quand il s'agit de faire une consultation. Par exemple, le tout démocratie représentative, je n'y crois pas. Maintenant, comme on entend quelquefois le tout démocratie directe, je n'y crois pas plus. Donc je pense que dans certains cas, il est bon qu'il y ait des représentants, dans d'autres cas, il est bon qu'il y ait des délégués avec un mandat impératif. Je n'ai rien contre le tirage au sort. Encore une fois, cela dépend des situations. Donc aujourd'hui, ma position consiste à défendre des démocraties, et non pas une vision unique de la démocratie. Maintenant, oui, cela reste quand même dans le halo démocratique. Vous écrivez. Vous écriviez. Vous écriviez. Pour le moment, tout ça, vous êtes déjà 5 ans.
Oui, mais je pense que c'est bien, justement, si vous trouvez qu'il y a une différence Ah bah oui, entre oui. ce que vous pensez aujourd'hui et ce que vous avez écrit il y a 5 ans, pourquoi ne pas en parler, justement, et faire cette mise au point? Parce qu'en fait, ce texte-là, je l'avais écrit, c'est un texte très court, et je m'étais dit qu'un jour, il deviendrait un texte plus long. Sauf que quand j'ai tenté de le faire, ce texte plus long, dont lui était une sorte de plan rédigé, je crois que j'arrivais à quelque chose qui faisait 800-900 pages. J'ai donc mis à la poubelle tout ce que j'avais préparé. Ça ne sert à rien, parce que quand on le garde, on en refait toujours quelque chose. Je l'ai mis à la poubelle, et je me suis dit, je ne vais traiter qu'un seul point qui me semble important, qui est l'aspect de la transition. Et là, je me dis, maintenant, je vous donne 3 semaines, et j'écris politique de la décroissance. Pour le reste, faire une somme dans le cas... C'est bon, ça ne sert à rien. Oui, faisons le mise à jour. Oui, oui, bien sûr. Hein? Oui. Donc, vous écriviez, vous Oui. avez écrit, enfin, on lit quelque part, quelque endroit. Il faut placer ainsi la décroissance comme critique radicale du capitalisme, radicale parce que antiproductiviste. Question. Pensez-vous réellement qu'il n'y ait que le capitalisme qui soit productiviste? Les deux termes ne sont pourtant pas synonymes et recouvrent deux notions distinctes. Pensez-vous qu'une entreprise en autogestion soit fatalement antiproductiviste? Bien sûr que non. Alors là, j'ai pas changé. Vous voyez, ça permet Je suis resté... de voir ce qu'on garde Alors, et ce qu'on modifie. mais je le comprends mieux. Pas changé, mais je le comprends mieux que ce Oui. que je disais il y a 4-5 ans. C'est l'intérêt Ouais. du retour en arrière. Voilà. Alors, d'abord, je n'ignore pas qu'il y a des anticapitalistes productivistes. Lesquels? Qui sont-ils? Le marxisme. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les forces politiques, Oui, oui. vous Soyons précis. avez aujourd'hui, le PG reste productiviste. Alors, ils peuvent dire qu'ils ne le sont pas. Ils peuvent même participer à mon livre sur l'antiproductivisme. Mais quand la France annonce un contrat de vente de Rafale à l'Inde, Mélenchon crie victoire pour l'industrie française. Ils ont un logiciel productiviste, ils vont mettre des années, mais ils disent qu'ils font des efforts. Donc, je ne leur jette pas la pierre, et je leur dis, camarades, vous pouvez vous appuyer sur nous, nous serons votre béquille. Ça peut être une simple posture pour ratisser large. Électoralement parlant. Bref, une imposture. Mais je réponds quand même. Je pense effectivement que, moi par exemple, je suis anticapitaliste parce que je suis antiproductiviste. Et non pas l'inverse. C'est-à-dire, je suis d'abord antiproductiviste, c'est-à-dire je suis contre la production pour la production et la production illimitée, et j'en tire mon anticapitalisme. L'anticapitalisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'illimitation du capital. Il y a 2 jours, j'étais en Suisse pour faire une conférence sur l'antiproductivisme, et il y a 2 mois, j'étais encore en Suisse pour, la première rencontre européenne sur l'écosocialisme, et eux me disaient, ah, nous sommes écosocialistes, nous sommes capitalistes, donc antiproductivistes. Non, les gars, je suis désolé. Mais disait-il, regardez bien, nous avons quelque chose en commun, nous sommes contre l'illimitation du capital. Ah oui, mais pourquoi êtes-vous contre l'illimitation du capital? Eux, ils sont contre l'illimitation du capital parce qu'ils sont contre le capital. Moi, je suis contre l'illimitation du capital parce que je suis contre l'illimitation, entre autres, du capital. Mais ma critique de l'illimité ne se limite pas au capital. Pour le dire très simplement, chez eux, l'illimitation du capital, c'est dans le rapport capital-travail. Ou pour le dire encore autrement, ils sont contre l'illimitation du capital, mais ils ne sont pas contre l'illimitation du travail. Ils restent des travaillistes. Quant à moi, je suis contre l'illimitation du capital et l'illimitation du travail. Je suis pour supprimer le capital et limiter le travail. Je ne me contente pas d'être anticapitaliste. Et ils ne sont pas assez radicaux. C'est ce que je mets dans les textes d'introduction du livre sur l'antiproductivisme. Bien sûr, je peux me retrouver en France dans ce qu'on appelle la gauche de la gauche, avec des gens qui vont taper sur le PS, parce que le PS serait libéral. Alors eux, ils disent, ah oui, mais nous ne sommes pas PS. Ah bon, pourquoi vous n'êtes pas PS? Parce que nous sommes anti-libéraux. Ça veut dire quoi, anti-libéraux? Ah ben nous sommes contre le libre-échange et l'économie de marché. Très bien, vous êtes contre l'économie de marché. Alors vous êtes pourquoi? Ben, nous sommes pour l'autogestion. Alors, par rapport à votre question tout à l'heure. Ah non, et pour vous, avec l'autogestion, c'est fini? Oui, disent-ils, il suffirait que tout soit autogéré, tout ça merveilleux. Alors vous êtes pour des centrales nucléaires autogérées? Nous voyons bien que moi, l'autogestion, ce n'est pas... il ne suffit pas que nous reprenions l'autogestion d'une entreprise d'automobile ou du nucléaire pour trouver des automobiles merveilleuses. Ma critique, elle porte sur, au fait, qu'est-ce que tu produis? Donc, de
ce point de vue-là, nous sommes plus radicaux. Nous sommes plus radicaux. Et la racine du capitalisme est le productivisme. Ce qui fait que ce que je critique, c'est le capitalisme. Je ne suis pas le seul à critiquer le capitalisme. Vous dites parce que antiproductiviste. Oui, exactement. Je critique le capitalisme parce que je suis antiproductiviste. Mais du coup, comme je suis anticapitaliste, parce que je suis antiproductiviste, quand je rencontre des anticapitalistes productivistes, je les critique aussi. Ce qui est très embêtant. Oui. Ce qui est très embêtant parce que du coup, je critique les capitalistes et les anticapitalistes. Bref, il ne me reste plus beaucoup d'amis. Alors, pour rester dans la difficulté, hein, vous écrivez « Le capitalisme, comme la croissance, peut être plus juste, plus écologiste, mais ils ne seront jamais plus décroissants. » Fin de citation. Ils peuvent être récessifs. En êtes-vous, bien sûr? Oui. Que faites-vous du capitalisme vert, du green business, dont vous venez précisément de parler en disant qu'il prenait la relève du néolibéralisme? Des messieurs comme Jean Covici, Alain Grandjean, Nicolas Hulot sont décroissants et capitalistes. Non, ils ne sont pas décroissants. Ils se disent décroissants Ah non, non. et capitalistes. Ils sont décroissants. Ils ne sont pas décroissants. Ah mais c'est vous qui le dites. Et beaucoup de gens les admirent. Donc n'est-ce pas la preuve que, contrairement à ce que vous dites, on peut, la décroissance peut très bien être récupérée par le capitalisme. Lisez le livre de Jean Covici, 3 ans pour sauver le monde, il décrit, bon, il fait d'abord un constat qui est excellent d'un point de vue technique de la fin des ressources fossiles, etc. Et ensuite, il décrit une société telle qu'il l'imaginerait, c'est la société décroissante. Relocalisation, etc., petites industries, avec éoliennes qui font marcher les machines. Bon, donc, c'est des gens qui s'annoncent comme décroissants. Ils ne sont pas en moque, mais ils disent qu'ils sont décroissants. Et donc, le capitalisme peut récupérer la décroissance. La preuve, ces gens le font. Essayent de le faire. Alors, je vais aller dans l'ordre. Le capitalisme peut être plus écologique. Oui, le capitalisme vert. Le capitalisme peut être plus social. Oui, la social-démocratie. Donc là, on est d'accord. On n'est pas de problème. Maintenant, est-ce que le capitalisme peut être décroissant? Voilà. Alors, fondamentalement, à partir du moment... Alors, déjà, vous me citez Jancovici. Cet homme-là est certainement très intéressant, puisqu'il arrive à imaginer ce qu'est une société de décroissance. De toute évidence, son rêve doit oublier de passer par le contrôle démocratique de ce que les gens en pensent. Donc, encore une fois, voilà quelqu'un qui sait mieux que nous, une sorte de Thomas More d'aujourd'hui qui nous explique ce que serait la société idéale. Quant à moi, comme je le disais, je ne sais pas ce que serait une société décroissante. Cela m'évitera de pouvoir dire que dans une société décroissante, il y aurait des petites industries. Moi, je n'en sais rien, c'est des petites industries. Nous le rediscuterons, nous le referons à notre échelle. Maintenant, la décroissance, pourquoi est-ce que je dis que ces gens-là ne sont pas décroissants? La décroissance, fondamentalement, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'objection de croissance, c'est nous avons dépassé, c'est pas nous arrêtons la croissance, nous avons dépassé les seuils de soutenabilité écologique depuis le milieu des années 70, il nous faut revenir en arrière. Donc quand je n'ai pas lu le livre de Jean Covici, certainement à tort, mais je ne sais pas si nous aurons encore des petites industries pour produire des petites machines à coudre. Nous n'aurons peut-être pas besoin de petites machines à coudre. Moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Maintenant, s'il y a des gens éclairés qui écrivent des romans, c'est très bien. Moi, quand j'étais gosse, j'adorais lire Robinson Crusoe, ça me faisait rêver. Mais ça ne fait pas une politique, les romans de Sonnade. Alors, pour revenir sur le marxisme maintenant, vous écriviez, il nous faut assumer d'être, dans notre critique du capitalisme, à la fois héritier et orphelin du marxisme. Orphelin, car le paradigme marxiste de la sortie du capitalisme est obsolète. Non seulement sa tentative historique de réalisation était un échec, mais ses cadres théoriques se révèlent aujourd'hui insuffisants. Fin de citation. L'hypothèse, plutôt que le paradigme marxiste de sortie du capitalisme, n'est pas forcément obsolète, pour la raison qu'il a échoué dans les pays de l'Est, dans la mesure où Léon Trotsky a dénoncé dès 1926 la dérive stalinienne du marxisme. Donc on peut imaginer qu'il y a un fourvoiement stalino- ou lénino-stalinien du marxisme. C'est une hypothèse. Qu'il y ait un fourvoiement politique ou démocratique est une chose, mais fondamentalement, le projet marxiste, c'est quand même une poursuite de la production. On va sortir, on va poursuivre la production, il va y avoir une crise de surproduction, ça va amener une contradiction, et après on va réorienter la production. Il reste toujours des productivistes.
Il reste toujours des productions.